Bienvenue à tous pour ce webinaire d'une heure, comme son nom l'indique, une heure pour comprendre et agir, proposé par l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Donc, je me présente, Thomas Fourest, je suis chargé de mission territoire et biodiversité à l'agence. Je m'occupe d'animer le dispositif territoire engagé pour la nature avec ma collègue Stéphanie Garrido à l'agence. Et également, j'appuie l'Office français de la biodiversité et l'Agence de l'eau dans l'appel à projet des atlas de la biodiversité communale et également l'appel à projet eau et biodiversité. Donc, ce webinaire d'une heure sera donc consacré au sujet de l'éclairage public et de la pollution lumineuse. Et donc nous avons invité pour cela Samuel Buisson, qui est chargé d'études biodiversité et foncier, et Paul Verny, qui est responsable mission éclairage et nuisances liées à la lumière au CEREMA Méditerranée. Donc, ils vont vous faire une présentation d'une quarantaine de minutes. Vous pourrez ensuite poser vos questions via le module questions-réponses, soit pendant la présentation, soit après la présentation. Cette présentation va tourner autour de la question des enjeux, autour des questions d'éclairage public, les effets de l'éclairage sur la biodiversité, le cadre législatif et normatif lié à ce thème, et enfin les pistes d'action que vous pouvez avoir pour agir. Voilà, principalement. Avant de démarrer, peut-être faire une petite présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas de l'Agence régionale pour la biodiversité. Donc, c'est une agence publique qui est née il y a 40 ans. Donc, on est sur le territoire régional depuis un bon moment. On est un syndicat mixte qui réunit donc la région, les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, les services de l'État, et depuis 2019, des intercommunalités nous ont rejoints, comme la communauté d'agglomération du Grand Avignon, la métropole Nice-Côte d'Azur et la métropole Aix-Marseille-Provence. Les missions principales de l'agence, c'est mobiliser tous les acteurs et accompagner les territoires dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité. Donc, les champs d'intervention de l'agence sont autour de 4 thèmes différents. Accompagner les collectivités dans leurs démarches liées à la transition écologique et à la préservation de la biodiversité via du conseil, de la formation ou de l'accompagnement sur des labels. Informer et former les acteurs aux enjeux de la biodiversité et de la transition écologique. C'est l'objet aujourd'hui de ce webinaire, entre autres. On a d'autres dispositifs qui existent, aussi bien de sensibilisation sur les questions de nature et de biodiversité que d'éducation environnement. Également améliorer et valoriser les connaissances sur l'environnement et la biodiversité, puisque l'agence anime 3 observatoires régionaux, un observatoire régional de la biodiversité, un sur l'eau et un autre sur l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et enfin, on anime des réseaux d'acteurs autour de l'environnement et de la biodiversité, qui sont 2 réseaux de gestionnaires de milieux aquatiques et le réseau régional des gestionnaires d'espaces naturels protégés. Et on anime des programmes de coopération, programmes européens autour de la conservation d'espèces ou autour des questions de continuité écologique sur le territoire transalpin. Donc, ce cycle de webinaires s'inscrit donc dans un cycle de 6 webinaires, de 6 rendez-vous qu'on vous propose jusqu'au mois de juin. On est au 3e rendez-vous sur ce thème-là de l'éclairage public et de la biodiversité. On aura donc 3 nouveaux rendez-vous à vous proposer en avril, en mai et en juin. Un sur bâtiments et biodiversité, un autre sur les toitures végétalisées et au mois de juin sur la diminution du plastique grâce à la commande publique, donc les questions de zéro plastique. Vous pouvez, pour suivre ces informations-là, vous connecter sur notre site et vous abonner à la newsletter sur arbe-regionsud.org. Donc, sans plus tarder, et j'ai déjà pris trop de temps, je passe la parole à nos invités qui vont vous présenter le cycle, le thème d'aujourd'hui sur éclairage public et biodiversité, le retour d'un ciel étoilé. C'est possible, point d'interrogation. Samuel, Paul, c'est... Je crois que c'est moi qui commence, mais okay. Samuel, si tu peux lancer la présentation. Bonjour à tous. Donc, Paul Verny, responsable de l'activité éclairage au CEREMA.
et je travaille depuis plusieurs années avec Samuel sur ce sujet croisé des enjeux de l'éclairage sur la biodiversité. Donc, rapidement, je vous fais une petite introduction sur les enjeux de l'éclairage. Bon, vous n'apprendrez rien, on peut savoir que globalement aujourd'hui, si on éclaire, c'est à 100% pour de l'activité humaine, pour pouvoir satisfaire un certain nombre de besoins et répondre à un certain nombre de besoins et d'usages de l'activité humaine en période nocturne, quand le soleil a disparu. Donc, bon, ça peut toucher à des questions économiques, d'activité économique, industrielle, sportive, culturelle. Il y a la question souvent citée de la sécurité des déplacements, hein, de pouvoir se déplacer en toute sécurité en ville, et notamment aujourd'hui avec l'évolution et la part plus importante prise par les modes actifs. La question avec un point d'interrogation de la sûreté urbaine, parce qu'il y a toujours ce débat de l'apport ou pas de l'éclairage sur cette question de la sécurité, ce fameux sentiment d'insécurité nocturne dans le noir. Voilà, donc des questions qui se posent, auxquelles on n'a pas forcément aujourd'hui de réponse tranchée. Mais voilà, on éclaire aujourd'hui pour ça. Et aujourd'hui, le texte de référence, je y reviendrai un petit peu rapidement, c'est le Code des collectivités territoriales, qui demande au maire d'assurer la sécurité de ses administrés, et l'éclairage est cité comme un des éléments qui peut aider à apporter cette sécurité. Je reviendrai sur cet aspect réglementaire. Juste quelques chiffres pour donner un petit peu l'ampleur du sujet éclairage public. Alors même si quand on parle de pollution lumineuse, on y reviendra aussi tout à l'heure, il n'y a pas que l'éclairage public, il y a beaucoup d'autres sources d'éclairage artificiel à l'extérieur. Mais globalement, si on se focalise sur l'éclairage public, on est autour de 10 millions de lampes sur notre territoire en métropole. Une consommation d'éclairage qui, depuis une dizaine d'années, du fait d'investissements assez lourds des collectivités, est revenue en deçà de la consommation de 1990. Donc pour ça, c'est relativement positif, grâce justement aux évolutions technologiques et de la LED. Un coût qui reste quand même malgré tout encore important pour les collectivités, puisque c'est un tiers de la facture électrique d'une collectivité. Donc, elles ont encore pas mal d'intérêt à continuer à faire ces rénovations et à réduire leur consommation énergétique, d'autant que le kilowattheure, il continue d'augmenter, que ce soit pour tout le monde, hein, et y compris pour les collectivités sur l'éclairage public, puisqu'aujourd'hui, il est autour de 15 centimes du kilowattheure. Un petit focus sur la région. On avait fait une étude pour l'Adria-Alpaca il y a quelques années, où on avait évalué à peu près à 800 000 lampes, parce qu'il y a très peu de données précises. Il n'y a pas d'observatoire sur le sujet, c'est en train de se mettre en place, mais il faudra attendre un petit peu. Donc à peu près 800 000 lampes pour une puissance de l'ordre de 100 mégawatts installés, et 330 gigawattheures de consommation régionale. Voilà pour les chiffres, hein, sachant que l'éclairage public pèse beaucoup moins que la question du bâtiment, qui est aujourd'hui très, très centrale, mais malgré tout, il y a un enjeu énergétique assez important, surtout pour les collectivités. Juste des éléments de contexte et de tendance, des nouvelles technologies, et une nouvelle technologie qui est sortie il y a une dizaine d'années, qui se généralise en éclairage, donc ce n'est pas sans conséquence, hein, l'apparition de la LED, on va le voir tout à l'heure. On est sur une région où la pratique de l'extinction est encore relativement limitée à certains territoires, le 0,4, le 0,5, quelques parcs naturels régionaux, mais qui est loin d'être généralisé comme dans d'autres territoires. Et puis, on a sur notre territoire PACA un territoire labellisé Réserve internationale de ciel étoilé, à travers qui s'appelle Alpes Azur Mercantour, donc du côté du 0,6. Voilà, donc des éléments de contexte, j'insiste pas trop pour pas prendre trop de temps sur ce sujet. En fait, ce qui est important, c'est le constat qu'on peut faire, et que vous avez sûrement dû faire sur vos territoires, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un éclairage qui s'adapte très très mal et très peu aux évolutions d'usage. C'est-à-dire qu'on continue à éclairer toute la nuit à 100% des espaces publics qui n'ont plus vocation à être utilisés à 3 heures du matin. Voilà, donc c'est en train d'évoluer, mais on part encore de très loin sur ces sujets. On a encore des difficultés de maîtrise des temps d'allumage, hein. On voit encore malheureusement trop souvent des installations qui s'allument trop tôt ou qui s'éteignent trop tard.
Des questions de surdimensionnement, de surconsommation des installations. Hein. C'est fréquent, nous, lors de nos sorties nocturnes, on constate systématiquement des dépassements des niveaux théoriques qui seraient acceptables sur la voirie. Et puis des questions liées à la maîtrise de la lumière avec des sources parfois anciennes et des installations qui génèrent énormément de lumière perdue vers le ciel, que ce soit des grands espaces, dans les rues, etc. Voilà. Donc on est sur un constat très général qu'on retrouve partout sur tous les territoires de France et d'ailleurs. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Voilà, donc on essaye de travailler à ce que l'éclairage puisse répondre au mieux à l'ensemble des enjeux qui sont identifiés. Hein, qu'on essaie. Aujourd'hui, l'éclairage était surtout à essayer de répondre à la question de la performance lumineuse. Donc, on avait même tendance à en rajouter, mais c'était souvent au détriment de la question environnementale, parfois au détriment du confort visuel, voire de l'économique, parce qu'on mettait trop de lumière et trop d'énergie. Donc, voilà, donc on a privilégié certains enjeux, on en oubliait certains. Donc, l'idée, c'est d'aller vers des installations qui, demain, pourront essayer au mieux d'harmoniser la réponse aux enjeux qui sont identifiés. Alors, on parle d'éclairage intelligent, mais ça devrait pouvoir y participer. Juste une présentation très rapide d'une cartographie qui a été réalisée par le syndicat d'énergie des Bouches-du-Rhône, le SMED 13, sur le territoire donc, des Bouches-du-Rhône, à partir, donc réalisée par Dark Skylab, le bureau d'études spécialisé sur ce sujet. Donc, à partir d'une image, là, ce que vous voyez, c'est à partir de l'image satellite. Donc, c'est la pollution lumineuse du département des Bouches-du-Rhône liée à toute l'activité d'éclairage extérieur. Donc, c'est l'éclairage public, mais c'est aussi l'éclairage industriel, sportif, les publicités, etc. Voilà. Donc, on voit bien les taches rouges hein, sont les secteurs à très, très forte pollution lumineuse. Et on voit bien que sur l'ensemble du territoire, il n'y a plus de bleu, puisque c'est dans ces secteurs bleus qu'on pourrait imaginer un ciel propre. Il n'y a plus de bleu et on voit même jusqu'à quelle distance ça se propage dans la mer au-delà du littoral. Donc ça, c'est pour, je dirais, l'ensemble des activités éclairage extérieur. On a fait un focus sur l'éclairage public à partir de données SIG que nous avaient transmises les communes du département. Donc là où c'est grisé, c'est des communes qui n'avaient pas ou qui ne disposaient pas de ces données. Et on a transposé, fait cette même cartographie, mais uniquement sur l'activité éclairage public. Donc ça montre que c'est une partie seulement de la pollution lumineuse, mais ça reste très important. Et on voit des cœurs de pollution très, très importants liés à l'urbanisation autour de Marseille, Aix, Martigues, etc. Voilà, donc c'est un travail qui va servir à l'élaboration de la trame noire de la métropole. Et je vais laisser la main maintenant à Samuel sur cette partie enjeu biodiversité. Bonjour à tous, excusez-moi pour les transitions de diaporama, c'est moi qui les assure. Et comme on vous a mis beaucoup plus de diapos que ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, on essaye d'aller un petit peu vite. Donc moi, je vais vous parler de l'enjeu que représente l'éclairage artificiel en interaction avec la biodiversité. Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des animaux sont nocturnes tout ou partie de leur cycle de vie. Quand on dit majorité des animaux, on pense tout de suite aux gros animaux, mais en fait, la grande majorité des animaux sur Terre, ce sont les insectes, et la majorité des insectes sont nocturnes. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la lumière, elle n'impacte pas que les espèces nocturnes. Toutes les espèces sont impactées par la lumière, et on en fait partie, puisque la lumière dégrade largement la qualité de notre sommeil et peut avoir des conséquences sur la santé humaine. Voilà. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que en fait, les espèces vivantes sur Terre se sont adaptées à l'alternance jour-nuit et à l'évolution de la durée du jour sur une année et des cycles lunaires. Il y a eu un certain nombre d'évolutions comportementales, physiologiques, etc. Et donc, l'introduction dans le milieu naturel, sur Terre, de l'éclairage artificiel perturbe ces espèces-là, puisque l'environnement dans lequel elles évoluent est largement modifié par l'introduction de la lumière artificielle. Je vous parlais des cycles de la Lune. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur des espèces qui sont souvent des espèces proies, on observe, il y a eu des recherches qui ont été menées là-dessus, on observe des modifications de comportement entre une nuit de nouvelle lune et une nuit de pleine lune. Les variations de quantité de lumière qui arrive sur Terre entre une nouvelle lune et une pleine lune, c'est infime. En tout cas, c'est quasiment pas détectable à l'œil humain au niveau du sol.
et les espèces modifient radicalement leur comportement. Dans certains cas, nouvelle lune, elles vont sortir et aller fourrager, chercher de la nourriture, etc. Et en pleine lune, elles vont avoir tendance à se cacher pour se cacher de leurs prédateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en éclairage public, vous avez vu quelques valeurs tout à l'heure, on éclaire 30 fois, 40 fois plus qu'une pleine lune. Donc, vous imaginez les conséquences que ça peut avoir sur les interactions entre ces espèces. C'est largement supérieur à ces variations lunaires. Si on devait résumer très rapidement le centre du problème, c'est la réaction qu'ont les espèces vis-à-vis de la lumière artificielle. Pour certaines d'entre elles, on va avoir un phénomène de répulsion. Les espèces qui se déplacent notamment la nuit vont avoir tendance à éviter les zones éclairées. Et donc, en fait, il y a une grande partie du territoire qui leur est de fait interdite la nuit. Elles ne pénètrent plus dans certaines zones et elles ne peuvent plus, par exemple, accéder à des zones où elles pourraient se nourrir, s'hydrater, rencontrer des partenaires, etc., etc. Et donc, on a une grande réduction de leur domaine vital et de leur capacité à interagir. Et on a un coût énergétique beaucoup plus fort pour ces espèces pour aller justement se nourrir, se reproduire, etc. Donc ça, c'est la répulsion. Et il y a également des espèces qui sont attirées de manière extrêmement forte, notamment chez les insectes, les papillons de nuit notamment. Vous avez tous constaté ça, hein, l'allumage d'un spot, une belle soirée d'été va attirer les insectes par dizaines, centaines. Et en fait, ces insectes, ils sont piégés autour du point lumineux, vont tourner autour de lui jusqu'à s'épuiser ou être mangés par une chauve-souris ou autre. Donc là, on a un phénomène d'attraction. Il y a pas mal d'espèces. Voilà, le comportement peut se résumer de manière très simpliste, soit par de la répulsion, soit par de l'attraction. Et donc, la conséquence de ces deux phénomènes, c'est une fragmentation des milieux naturels dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a des conséquences sur les populations. Ça a également des conséquences sur les relations entre les espèces entre elles. Par exemple, vous avez déjà pu constater que certaines chauves-souris viennent chasser les papillons de nuit qui viennent s'agglutiner autour des points lumineux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce ne sont pas toutes les chauves-souris. Certaines espèces vont profiter de cette opportunité. Leur ressource alimentaire elle est concentrée autour d'un point lumineux, donc la chasse est vachement facilitée. Mais d'autres espèces ne se rapprochent pas de la lumière du tout. Et donc, elles, les insectes qu'elles mangeaient habituellement dans les bois qui entourent ce point lumineux, elles n'ont plus grand-chose à manger parce que tous les papillons sont allés s'agglutiner sur le point lumineux. Donc, on a des espèces qui sont favorisées pour l'alimentation par l'éclairage et d'autres qui sont défavorisées. Ce qu'il faut savoir sur les chauves-souris, c'est que même les espèces qui viennent chasser auprès des points lumineux sont moins nombreuses dans les zones éclairées que dans les zones non éclairées. Ça veut dire qu'elles subissent un effet négatif de l'éclairage sur les autres parties de leur cycle de vie qui n'est pas l'alimentation, typiquement la reproduction, les déplacements, etc. Voilà. Donc, il n'y a pas d'effet bénéfique global de l'éclairage pour ces chauves-souris. Il a été observé également que la pollinisation d'une espèce, donc ça, c'est des études qui mériteraient d'être répétées sur beaucoup d'autres espèces, mais la pollinisation d'une espèce qui s'appelle le cirse maraîcher était assurée essentiellement par des papillons de nuit et les rendements des parcelles qui étaient éclairées étaient 13% inférieurs aux parcelles non éclairées. Il y a énormément de pollinisateurs qui sont nocturnes. On parle toujours de l'abeille, mais en fait, les pollinisateurs sont très nombreux. Il y en a qui agissent de jour, d'autres de nuit. Et les pollinisateurs de nuit sont affectés par la pollution lumineuse. Voilà, deux petits exemples, je ne vous les cite pas tous. Et si on devait faire un petit bilan on avait fait un petit bilan de la bibliographie, enfin d'une petite bibliographie qui avait été faite en 2016 pour une étude qu'on avait menée avec Paul. On avait essayé de regarder par longueur d'onde quelles étaient les espèces impactées. Donc ce tableau-là, en orange, c'est quand un impact a été démontré. Un impact, un impact à attraction ou répulsion. Les petits carrés verts, enfin les ronds verts, c'est quand il n'y a pas eu d'impact constaté. Et les points d'interrogation, c'est quand on ne sait pas. Donc ce que vous pouvez constater, c'est que quelle que soit la longueur d'onde, on impacte toujours une espèce ou plusieurs espèces. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a encore pas mal de choses qui sont mal documentées. Alors mon tableau n'a pas vocation à être exhaustif. Il y a sûrement d'autres cas qui mériteraient d'être colorés. Et voilà. Et en gros, il y a des moins mauvais choix, mais il n'y a pas de bons choix en termes de température de couleur. Dès qu'on éclaire, on a un impact pour les mécanismes que je vous ai cités tout à l'heure. Donc maintenant, on va parler du cadre législatif et normatif, et c'est Paul qui va commencer avec ce qui concerne l'éclairage public. Oui, donc ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est le texte de référence qui fait qu'aujourd'hui, l'éclairage est quasiment généralisé dans toutes les collectivités. Hein, donc c'est le Code général des collectivités territoriales, et notamment cet article qui est lié à la sûreté que doit en fait assurer le maire pour ses administrés, hein, mais qui, globalement, on peut résumer, n'impose pas l'éclairage en milieu urbain
et a fortiori en milieu interurbain. Donc, qui n'empêche pas l'extinction, voire de ne pas allumer, ou ne pas éclairer certains secteurs du milieu urbain. Ça, c'est sur la question du réglementaire, faut-il ou pas éclairer? Donc, la réponse est claire. Après, quand la décision est prise d'éclairer, il y a un certain nombre de textes, de normes et de réglementations qui s'appliquent pour je dirais, le dimensionnement et la gestion de ces installations d'éclairage. Donc, vous devez connaître la norme européenne 13201 qui permet, qui est d'application volontaire, hein, bien sûr, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut permettre d'avoir un référentiel si on veut définir, en fonction des enjeux qu'on a sur notre espace public, sur notre rue, de définir des niveaux d'éclairement ou de luminance à mettre en œuvre comme objectif en fonction de l'évolution aussi de ces enjeux. Hein, on peut avoir un niveau différent à 20 h comme à 3 h du matin, rien n'empêche ces questions-là. Donc, cette norme elle est divisée en 5 parties qui globalement définissent la méthode et la dernière version, ils y ont rajouté une partie d'évaluation du coût énergétique, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Une réglementation importante qui croise souvent ces questions d'éclairage, c'est la réglementation sur l'accessibilité de 2006, qui impose dans l'enceinte des ERP, hein, je précise bien, ce n'est pas sur la voirie, mais dans l'enceinte d'un ERP, qui impose les 20 lux moyens sur la zone de déplacement entre le parking et l'ERP. Mais qui ne s'applique pas donc sur l'espace public. Ensuite, une réglementation importante qui est apparue fin 2018, donc l'arrêté du 27 décembre que Samuel va vous décrire, pour la prévention et la réduction des nuisances lumineuses. Et puis d'autres textes pour information. Il existe une norme expérimentale sur la mesure, la quantification des nuisances lumineuses, qui est en rediscussion actuellement. Et puis éventuellement une norme, la 12464-2, qui permet de définir les niveaux lumineux à mettre en œuvre sur les zones de travail à l'extérieur, puisque on parlait tout à l'heure d'éclairage industriel ou autre. Tout ça, ça peut être défini dans des normes. Ton micro, Samuel. Autant pour moi. Je vais vous parler rapidement moi, du contexte réglementaire et législatif qui encadre la question de l'incidence des nuisances lumineuses sur la biodiversité. Alors, c'est une thématique qui a commencé à être abordée au travers des lois de Grenelle. Suite à ces lois, il y a eu plusieurs décrets qui ont été pris pour encadrer notamment les nuisances lumineuses au sens large, mais sans fixer de cadre qui est précisé dans l'arrêté. Puis, qui s'est intéressé à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, et enfin en 2013 aux bâtiments non résidentiels. La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016 a introduit les notions de pollution lumineuse dans quelques articles qui sont donc codifiés dans le Code de l'environnement. Et enfin, 27 décembre 2018, il y a eu 2 arrêtés qui ont été pris. Un premier qui désigne 11 sites d'observation astronomique qualifiés d'exceptionnels, dont certains se trouvent en région sud. Et l'arrêté qui s'intéresse à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses que je vais rapidement vous résumer ici. Alors là, je vais survoler les diapos, mais l'idée c'était que comme vous allez pouvoir récupérer la diapositive, le diaporama à l'issue de la présentation, vous ayez une information la plus exhaustive possible. Voilà. Donc cet arrêté va s'intéresser à différents paramètres, à des paramètres temporels, donc de l'extinction en cours de nuit, un paramètre d'orientation du flux lumineux pour... En gros, l'idée, c'est on éclaire que ce qu'on a besoin d'éclairer. Il va également s'intéresser à la puissance du flux lumineux, la quantité de lumière qu'on va émettre par rapport à la surface qu'on veut éclairer. Et enfin, le spectre lumineux, la température qu'on perçoit, qui est émise par l'installation d'éclairage. Avec en toile de fond, ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas de température de couleur, il n'y a pas de spectre qui n'impacte aucune espèce, mais il y a une sensibilité moindre à certaines températures, et notamment les températures chaudes. Voilà. Donc, en gros, comment est organisé cet arrêté? Le premier article définit différentes catégories d'installations concernées auxquelles s'appliqueront les articles suivants. Celles qui vont nous intéresser particulièrement ici, ça va être la catégorie A, qui s'intéresse à l'éclairage extérieur de sécurité et de confort des déplacements, que ce soit sur l'espace public ou sur l'espace privé. Donc, c'est les voiries, les cheminements piétons, etc. Les catégories de mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti et des parcs et jardins, catégorie B. Les équipements sportifs qui concernent également les collectivités. Les parcs de stationnement.
Et puis également, on peut parler des bâtiments non résidentiels. On y viendra rapidement tout à l'heure. Donc l'article 2 précise un certain nombre d'obligations temporelles à respecter pour tous les nouveaux projets. Donc je précise bien pour tous les nouveaux projets. Cette réglementation n'est pas rétroactive sur la partie temporalité. C'est uniquement pour les projets postérieurs au 1er janvier 2020 que typiquement les éclairages extérieurs qui sont liés à une activité économique et situés dans un espace clos, par exemple un espace dans lequel des clients peuvent se déplacer mais qui est fermé par des grilles, ça doit être éteint 1 heure après la fin de l'activité et sera allumé à 7 heures du matin. Pour les parcs et jardins, même règle, 1 heure du matin ou 1 heure après la fermeture des parcs et jardins. Et pour les parkings d'éclairage qui sont annexés à un lieu ou à une zone d'activité, donc là c'est beaucoup plus large, ben, ces parkings doivent être éteints 2 heures après la fin de l'activité et rallumés au plus tôt à 7 heures du matin ou 1 heure avant le début de l'activité. Je vous laisserai aller regarder dans le détail tous ces cas-là. Je vous donne un lien à la fin dans lequel c'est beaucoup plus détaillé que ce que je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui. Il y a un certain nombre d'exceptions qui vous sont présentes à gauche et qui sont également beaucoup plus détaillées sur le lien web. L'article 3 va s'intéresser aux critères techniques qui sont réglementés, encore une fois, pour tous les nouveaux projets. Alors, le premier de ces critères, ça va être ce qu'on appelle l'ULR. Donc, c'est la quantité de flux lumineux qui est émise au-dessus de l'horizon. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée, c'est de réduire la quantité de lumière qui va au-dessus de l'horizon et qui est donc de la lumière perdue énergétiquement et qui génère une pollution lumineuse qui est visible à longue distance. Voilà. Après, deuxième critère qui va être considéré dans l'arrêté, c'est le code flux CIE3. Donc, c'est un peu barbare, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en plus que la quantité de lumière émise au-dessus de l'horizon doit être limitée, ce paramètre-là nous dit que la majorité de la lumière doit être renvoyée vers le bas et pas vers l'horizontale. Donc, c'est pour vraiment renvoyer le flux vers le sol et éclairer les surfaces utiles. Troisième critère technique qui est encadré par l'arrêté, c'est celui de la température de couleur. Donc, je n'ai pas eu le temps d'en parler rapidement tout à l'heure, mais en gros, il a été démontré pour l'instant, en termes de recherche, que les températures chaudes, donc vers les 1000, 2000, 3000 Kelvin, sont moins impactantes pour la plupart des espèces. Même s'il y a certaines espèces qui sont plus sensibles au chaud, au froid, la plupart des espèces sont moins impactées par les températures chaudes. Et la raison, c'est que, en fait, plus la température est froide, et en général, plus on a de bleu et d'ultraviolet dans les technologies d'éclairage concernées. Et le bleu et l'ultraviolet, ce sont deux gammes de couleurs qui sont particulièrement attractives, notamment pour les insectes. Et les insectes étant la base des chaînes alimentaires, quand on impacte les insectes, on impacte tous ceux qui s'en nourrissent, etc. Voilà. Et donc, on a des limites sur les températures de couleur qui sont fixées à 3000 Kelvin pour certaines catégories d'éclairage. C'est pour ça que le parc d'éclairage, petit à petit, se réchauffe par rapport aux premières rénovations LED qui étaient assez froides. Quatrième critère, c'est la densité surfacique de flux lumineux. Pour résumer, c'est la quantité de lumière qu'on va pouvoir envoyer, entre guillemets, sur une surface donnée. En fait, jusqu'à maintenant, on avait une norme qui nous disait qu'il faut au minimum mesurer tant de lux au sol, donc c'est une mesure au sol, des lumens par mètre carré mesurés au sol. Aujourd'hui, on est sur une dotation en lumens émis par les luminaires par rapport à la surface qu'on veut éclairer. Donc, par exemple, quand on éclaire une rue, on va compter la surface de la rue, de la partie véhicule et la partie trottoir. Et la dotation, elle va être rapportée à cette surface-là. Les surfaces de milieux naturels adjacents, de façades, etc., ne sont pas comptabilisées là-dedans. Voilà. Et après, on a un certain nombre de cas particuliers pour les sites astronomiques et les sites naturels protégés. Je vous laisserai aller y voir. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a plusieurs sites astronomiques en PACA, et notamment vers Manosque, vers Grasse et dans Terrasse, si je ne me trompe pas. Voilà. Et on a également des cas particuliers dans les réserves naturelles. Donc là, comme pour les sites astronomiques, on a des niveaux d'exigence qui sont augmentés. C'est toutes les cases qui sont en orange, qui sont plus exigeantes que par rapport au cas général. On a également les cœurs de parcs nationaux qui sont concernés par des contraintes complémentaires par rapport au cas général. Et la possibilité, en parc naturel régional, dans les aires d'adhésion de parc national et en parc naturel marin, de prendre des mesures plus ambitieuses que le cas général après concertation locale et arrêté préfectoral. Un cas particulier à plusieurs titres, c'est celui des surfaces en eau
puisque l'arrêté prévoit l'interdiction rétroactive de l'éclairage direct des surfaces en eau. Par surface en eau, on entend cours d'eau, plan d'eau, lac, rivière, domaine public fluvial, et on a également la partie terrestre et maritime du domaine public, donc les plages et la partie maritime du domaine public. Et cette mesure-là, c'est une des seules mesures qui est rétroactive, donc en théorie, on devrait supprimer tous les points lumineux qui sont visibles depuis la surface en eau. Alors le chantier est évidemment immense, mais l'idée, ça serait déjà de hiérarchiser les secteurs à plus fort enjeu. La raison de cette partie dans l'arrêté, c'est que les milieux aquatiques et les espèces qui y vivent sont particulièrement impactés par l'éclairage artificiel. Et en plus, voilà, il n'y a pas forcément de justification à éclairer les surfaces en eau, sauf des motifs de sécurité qui rentrent là dans un cadre d'exception où, pour des motifs de sécurité, on peut éclairer. Voilà. Le gestionnaire de l'installation d'éclairage, qu'il soit public ou privé, doit tenir un certain nombre d'informations à disposition de l'entité en charge du contrôle. Et ce contrôle, ça sera soit un contrôle visuel, soit un contrôle sur la base des données constructeurs, en fonction du paramètre considéré, sous l'autorité du maire pour les installations d'éclairage privées, et sous l'autorité de l'État, donc le préfet ou la direction, la DDT, pour les installations communales. Voilà. Et il y a une notice explicative dont le lien est donné ici, par le ministère de la Transition écologique, qui précise que les amendes, c'est 750 € au plus par installation lumineuse irrégulière. Donc, il y a pas mal de... il y a un cadre qui prévoit déjà le contrôle et c'est assez incitatif. Le calendrier de mise en œuvre de cet arrêté, alors comme je vous l'ai dit en introduction, depuis le 1er janvier 2020, toutes les nouvelles installations doivent être conformes à l'ensemble des prescriptions de l'arrêté ministériel. On a de la mise en conformité d'installations existantes pour les installations plus anciennes, notamment pour les luminaires qui émettent plus de 50% de leur éclairage vers le ciel. On pense notamment aux luminaires boules qui doivent être remplacés en 2025. Et on a une exception également pour les luminaires à intérêt historique ou architectural. C'est un arrêté modificatif qui est sorti en 2019. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis le 1er janvier 2020, et je constate que cette mesure elle est très peu connue et très peu mise en œuvre, il y a une obligation de régler les points qui sont réglables pour limiter la quantité de lumière émise vers le ciel. Et typiquement, ça peut se représenter de cette manière-là. À partir du moment où le luminaire est réglable, il doit être orienté pour respecter la quantité de lumière émise vers le ciel limitée à 4%, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc il y a un gros travail déjà de réglage des installations en place qui peut être engagé. Voilà, donc le lien vers l'article qui vous décrypte tout ça, pour aller voir plus tard ça à tête reposée. Alors maintenant, les éléments pour agir qu'on vous propose, et c'est Paul qui commence. Oui, alors je suis désolé pour cette coupure. C'est merci Windows qui m'a programmé une mise à jour en plein webinaire. Sur cet aspect compétences et répartition des compétences de l'éclairage public, la responsabilité en fait du maire sur l'éclairage public n'est pas transférable. C'est-à-dire que même si c'est une autre collectivité, un EPCI ou un syndicat d'énergie qui va prendre en charge la gestion, la maintenance, etc., l'exploitation de l'éclairage, le maire reste responsable et c'est lui qui définit la politique d'éclairage de sa commune. C'est-à-dire que s'il décide d'éteindre et que c'est lui qui décide, enfin lui et son conseil municipal, qui décide d'éteindre s'il en a la volonté, éventuellement même contre l'avis du syndicat qui peut être son prestataire sur la maintenance. On retrouve en France, sur le territoire, globalement, une répartition assez équilibrée de collectivités qui fonctionnent encore en régie, donc qui font elles-mêmes leur maintenance d'entretien, et puis une part de collectivités qui ont délégué cette maintenance et cette exploitation à des entreprises sous différentes formes de contrats. Donc, concernant les syndicats d'éclairage, si on fait un focus, parce que c'est souvent ces syndicats qui reprennent cette question de l'éclairage, il faut savoir que cette compétence est optionnelle, ils ne sont pas obligés de la couvrir. Et juste, je prends deux exemples de notre territoire pour montrer les disparités. C'est que dans les Bouches-du-Rhône, par exemple, le SMET 13 ne s'occupe pas de maintenance et d'exploitation d'éclairage public. Par contre, le Var, le CIEMELEC, lui, gère à peu près aujourd'hui 64 communes, la maintenance de 64 communes sur ces 140 communes adhérentes.
Voilà, donc on a des disparités assez importantes selon les territoires, en fonction des enjeux politiques, etc. Donc, au niveau des collectivités, les moyens que vous avez pour agir sur cette problématique, c'est déjà la planification dans le cadre des documents d'urbanisme, puisqu'on peut en fait parler de ce sujet-là et le traiter dans le cadre des SCOT et des PLU. Et cela, bien sûr, ça doit se faire à toute étape d'élaboration du document, donc dès l'identification des enjeux, dans le rapport de présentation des deux documents, où il doit y avoir notamment une identification des enjeux de biodiversité. La biodiversité nocturne peut faire l'objet d'un focus dans le cadre des études qui sont menées dans cette étape-là. L'identification des continuités écologiques nocturnes et la qualification de la pollution lumineuse, ça peut être des étapes qui peuvent être menées et qui ont été menées par certains porteurs de SCOT et de PLU. Une fois ces enjeux identifiés, ils peuvent être retranscrits dans le PADD, ce qui permet de donner des orientations générales sur, par exemple, la préservation des continuités écologiques nocturnes. Ça peut également faire l'objet d'orientations d'aménagement dans le document d'objectifs et d'orientation du SCOT, avec des grands objectifs qui peuvent être la limitation de l'éclairage. Dans le plan local d'urbanisme, on peut prévoir des OAP thématiques ou sectorielles sur la pollution lumineuse. En thématique, on peut approcher l'éclairage de diverses manières, volet énergétique, volet paysager, volet biodiversité. Et sectoriel, on peut identifier sur son territoire les secteurs à plus fort enjeu de biodiversité, notamment de biodiversité nocturne, et y appliquer des règles spécifiques au travers des OAP. Et enfin, on peut identifier dans la partie cartographique du règlement du PLU et retranscrire dans la partie règlement écrit un certain nombre de règles de préservation des continuités écologiques nocturnes. Il y a plusieurs articles du Code de l'urbanisme qui permettent de préserver ces continuités écologiques. Donc pour tout ça, je vous renvoie à une fiche qu'on a rédigée, qui est disponible en téléchargement sur le site du CEREMA, où on a analysé un petit peu le droit et quelques exemples qui se sont emparés de ces thématiques-là. Ce qui est bien sûr important, c'est que ce qui figure notamment dans le plan local d'urbanisme soit retranscrit dans les autorisations d'urbanisme qui sont délivrées. Sinon, si c'est uniquement pour rester dans le PLU, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, il faut aussi s'assurer de l'applicabilité des règles qu'on prévoit dans le PLU. Évidemment. Paul ? Alors, un outil qu'on essaye, nous, de promouvoir dans la question de la planification et de la gestion de l'éclairage public, justement pour intégrer toutes ces questions liées aux enjeux et à l'évolution de ces enjeux et de ces usages en fonction des territoires, en fonction de la temporalité. C'est ce qu'on appelle le schéma directeur d'éclairage. Alors, d'autres parleront peut-être de schéma directeur d'aménagement lumière, de plan lumière. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'aller peut-être de pas aller aussi loin dans l'élaboration de ces documents, parce qu'un SDAL, c'est très, très compliqué, ça fait entrer tout un tas de réflexions historiques, etc. Là, l'idée, c'est simplement, sur la commune, à partir de la connaissance du parc d'éclairage, de planifier en fait les objectifs que veut se fixer la collectivité sur son parc d'éclairage. Donc, en termes d'objectifs, c'est forcément une question quantitative. C'est combien de lumière on va vouloir mettre sur telle ou telle rue en fonction de ces espaces, en fonction des enjeux, qui pratiquent, à quel moment dans l'année, etc. Donc, de mettre en place en fait une sorte de document cadre après qui va s'imposer à l'ensemble des acteurs sur les territoires en lien avec cette question de l'éclairage. Donc, ça va être les entreprises qui vont faire la rénovation, les entreprises qui vont faire les projets urbains. Donc, ça permettra de se caler sur des objectifs et de respecter ces objectifs. Ensuite, c'est de prendre en compte cet aspect temporel et d'évolution. Alors, ça peut être journalière, sur la même nuit, on peut avoir des périodes d'abaissement. Ça peut être une gestion différenciée de l'éclairage sur la semaine. On n'éclaire pas forcément de la même façon la semaine et le week-end en fonction justement de la fréquentation, de l'évolution de cette fréquentation, voire un aspect saisonnier. Je prends toujours l'exemple d'une collectivité qui reçoit énormément de touristes, par exemple en plein été, n'a pas forcément vocation à rester éclairée à 100% tout le temps, toute l'année, quand les touristes sont rentrés travailler chez eux. Voilà, donc il y a toutes ces questions à prendre en compte. Donc, ce qui permet aussi d'intégrer
une question aussi qualitative de l'éclairage, justement, pas rester sur le quantitatif et de faire entrer ces critères liés aux enjeux biodiversité, la qualité du ciel nocturne. Par exemple, quand on est dans le périmètre d'une zone d'observation astronomique, par exemple, enfin, il y a tout un tas de critères qu'il faut intégrer dans ce schéma directeur et qui peut être utilisé. Là, je vous ai mis juste un exemple, c'est que l'idée, c'est de comparer, par exemple, entre ce qu'on mesure, la performance existante, par rapport à cet objectif. Et en fait, quand on fait le delta des deux, tout simplement, on arrive à ce qu'on appelle le niveau de service et qui nous permet d'évaluer les secteurs où on est en sous-éclairement ou en sous-performance. Mais ça ne veut pas dire qu'il va falloir éclairer plus fort, hein, ça veut dire qu'il va falloir changer de technologie. Et puis, ben, tous les secteurs, comme cet exemple où tout est en rouge, sont des secteurs en suréclairement sur la commune. Voilà, donc c'est un élément important d'évaluation et d'identification des objectifs. On a beaucoup parlé d'éclairage public jusqu'à maintenant. Ce qu'il faut bien sûr noter, c'est que si on ne s'intéresse qu'à l'éclairage public, on ne répond qu'à une partie de la question. Selon les territoires, on répond peut-être même moins que la moitié du problème. Et donc, on a essayé d'identifier des manières de mobiliser également les acteurs privés dans des démarches de réduction de la pollution lumineuse. Les communes peuvent être éventuellement en capacité de délivrer des autorisations d'occupation temporaire du domaine public pour, par exemple, l'installation de terrasses de café ou toute utilisation du domaine public qui est conditionnée à ces AOT. Et rien n'empêche la commune de conditionner la délivrance de cette autorisation au respect d'un certain nombre de critères environnementaux, et notamment sur l'éclairage. Donc ça, c'est une piste qui semble intéressante sur certains territoires à enjeu. Autre possibilité que la collectivité a à disposition, c'est de contractualiser avec les propriétaires fonciers dont les parcelles sont incluses dans des territoires qu'elle souhaite préserver au titre des continuités écologiques nocturnes. Donc, le dispositif contractuel auquel on a pensé, c'est les obligations réelles environnementales, dans le cadre desquelles les collectivités peuvent être contractantes vis-à-vis des privés. Et là, l'idée, par exemple, ça serait, ben voilà, après l'identification de trames nocturnes à restaurer sur un territoire, la collectivité se rapproche des propriétaires privés qui sont situés sur cette trame nocturne pour les accompagner vers une réduction de la pollution lumineuse générée par leurs installations sur terrain privé. Voilà, en leur apportant un accompagnement technique, éventuellement une aide financière ou autre. Enfin, voilà, les contreparties sont à discuter entre les parties contractantes. Et en fait, vous retrouverez des éléments qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on a pu vous présenter jusqu'à maintenant sur le lien qui vous est donné ici. 5 fiches qui ont été rédigées autour de cette thématique de l'éclairage et de la biodiversité. Paul ? Oui, alors pour terminer la présentation, on voulait vous présenter, mais très très rapidement, et on va survoler ces aspects, on ne va pas rentrer très loin dans la technique, mais vous l'avez compris, aujourd'hui, cette question de l'éclairage, elle se joue sur trois piliers fondamentaux. C'est la question de gestion temporelle de l'éclairage, on a parlé d'extinction, d'abaissement, d'adaptation de l'éclairage aux enjeux. Donc, ça veut dire que pourquoi éclairer tout le temps à 100% alors qu'il y a des moments où il n'y a personne. Donc, ça nécessite des aménagements technologiques, mais qui ne sont pas forcément très, très, très coûteux et qui sont assez faciles à mettre en œuvre. On parle de détection de présence, par exemple. Voilà, donc ça, c'est la réponse technique à la gestion temporelle. L'autre question, c'est la gestion spatiale, c'est-à-dire qu'on n'éclaire pas toute la ville de la même façon partout. Donc, on va comme ça hiérarchiser les besoins et les enjeux sur la commune de manière à adapter les modes de gestion et les installations techniques et technologiques en fonction de ces enjeux. Je vous montrerai une petite illustration tout à l'heure, juste après. Et puis, la troisième question, c'est plus sur sur l'adaptation en fait de la façon d'éclairer, où là on va faire entrer en ligne de compte des questions du spectre. Samuel l'a évoqué, hein, c'est très très important sur cette question biodiversité, quelle lampe on va mettre, quel illuminant on va mettre et de quoi il est constitué en termes de rayonnement lumineux. La question des réglages des luminaires par rapport à la réglementation notamment, hein, il faut respecter la réglementation, mais on peut aussi faire mieux dans certains cas ou dans des secteurs à enjeux encore plus forts. Voilà, donc tout un tas de solutions qui vont permettre d'adapter le point lumineux en lui-même.
Donc, quelques illustrations très rapides pour terminer. L'aspect spatial, un exemple d'une collectivité dans le 38, alors c'est pas sur notre territoire, mais c'est pas loin, dans une action appelée Green Alp, où quelque part la collectivité, à partir de la définition de ces différents enjeux, a hiérarchisé son éclairage en fonction de ces enjeux justement, avec des températures de couleurs différentes en fonction des secteurs sur le village. Ça va de 1800 Kelvin jusqu'à 2007 ou 3000 Kelvin. Des questions sur la durée d'allumage. Certains secteurs sont éteints, pas tous, d'autres sont abaissés. Voilà, donc une gestion à l'échelle de la commune où, je dirais, ce qu'on voit aujourd'hui, qui est l'uniformisation de l'éclairage partout sur la ville, devrait être quelque chose qui appartiendra au passé dans les prochaines années. Il faudra encore un peu de temps. Ça, c'est donc un exemple de solution spatiale, de répartition spatiale d'une solution technique pour répondre à différents enjeux. Ensuite, on peut travailler aussi, mais ça a été évoqué, forcément, c'est de limiter au maximum la lumière perdue et qui n'a pas lieu d'aller dans les secteurs autres que ceux qu'on souhaite éclairer. Donc, bon, ce schéma que vous connaissez bien, hein, l'idée, c'est de se rapprocher au maximum de la lumière dite utile, hein, qui va éclairer l'espace, le trottoir, la chaussée, la place, etc., qu'on décide d'éclairer, et pas les abords, pas les façades. Donc, un petit exemple ici en bas à droite d'une image d'une expérimentation menée à Limoges dénommée Lumiroute, où vous avez un comparatif entre une section en haut éclairée avec des solutions classiques, sodium, haute pression standard, et puis en bas avec de la LED. Et on voit tout de suite, quand on regarde sur les abords, sans regarder l'aspect puissance, on voit tout de suite qu'avec la LED, aujourd'hui, on arrive quand même bien mieux maîtriser la lumière et elle est relativement bien mieux concentrée sur la chaussée qu'on ne pouvait le faire avec les lampes sodium haute pression. Donc là, il y a un gain important en termes de déperdition. Donc c'est important de travailler sur ces questions-là. Ensuite, je me permets juste de répondre en direct à une question qui a été posée pour tout à l'heure. L'arrêté de 2018 précise également que les lumières intrusives doivent être limitées. C'est une question qui a été posée quand on a l'éclairage public ou d'une copropriété voisine qui éclaire fortement chez nous. Mais effectivement, l'arrêté dit que ça doit être limité. Il n'y a pas de valeurs qui sont données. En tout cas, c'est un motif pour saisir votre mairie, pour indiquer qu'un éclairage vous gêne. Puisque, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, l'objectif, c'est d'éclairer les surfaces utiles. Éclairer les façades des bâtiments en face ne rentre pas dans cette définition. Oui, donc voilà, et puis pour terminer, juste une présentation, mais très, très simple, de solutions technologiques que vous pouvez mettre en place sur vos luminaires pour justement participer à la réduction de ces lumières perdues. Les fabricants ont bien pris conscience aujourd'hui, les fabricants sérieux ont bien pris conscience de tous ces enjeux et de cette nécessité à la fois forcément de respecter la réglementation, mais aussi de répondre aux questionnements des collectivités et des gestionnaires d'installations d'éclairage. Donc, ils ont mis au point tout un tas de systèmes qui permettent aujourd'hui une bien meilleure maîtrise de cette lumière, de sa répartition, voire de sa température de couleur. On peut maintenant mixer aussi des températures de couleur de chaud et de froid, par exemple. On peut faire de l'évolution dans le temps. On peut avoir des coupes-flux, par exemple. Enfin, voilà, tout un tas de solutions qui permettent justement de limiter cette lumière intrusive, par exemple, ou ces lumières perdues. Et puis la dernière diapo, Samuel, je crois que voilà, c'est sur les questions de quantité de lumière. Voilà, pourquoi émettre tout le temps à 100% toute la nuit? On sait aujourd'hui, la technologie LED le permet sans problème de faire de l'abaissement, voire de l'extinction en cœur de nuit, de façon automatisée. Donc ça se gère maintenant de façon très, très facile, c'est pas très coûteux. Donc aujourd'hui, pas de problème pour faire des plages d'abaissement et de les maîtriser surtout, de vérifier que ça fonctionne bien. Donc, dans la perspective de réduire les flux lumineux au cours de la nuit quand il n'y en a pas besoin, quoi. Voilà. Juste vous dire qu'on est en train de travailler sur 4 nouvelles fiches en plus des 5 que je vous ai citées tout à l'heure, et notamment une fiche sur la co-construction d'une stratégie d'éclairage. Le constat qu'on peut faire, c'est que des solutions co-construites sont beaucoup mieux acceptées par la population que des solutions
qui sont imposées de manière unilatérale sur un territoire, quand bien même ces solutions seraient intelligentes, cohérentes, logiques. Voilà. Donc, on a un intérêt à associer au maximum les parties prenantes du territoire à la définition de cette stratégie, sachant qu'une installation d'éclairage aujourd'hui, quand on la met en place, on l'installe dans le temps long, on souhaite la garder pendant 30 ans, 25-30 ans. Donc voilà, on est en train de travailler sur cette fiche qui devrait sortir courant du premier semestre, et on a 3 autres fiches qui sont en cours de rédaction sur les modes de gestion, ce que vient de vous présenter Paul, sur les normes et réglementations, en plus de l'arrêté ministériel qui a été cité tout à l'heure, et enfin sur les dispositifs de financement mobilisables pour se mettre à jour sur ces problématiques éclairage et biodiversité. Voilà. Donc, voilà nos contacts, et excusez-nous pour le délai, on est à votre disposition pour les réponses auxquelles on n'aurait pas répondu. Comment on s'organise? Merci beaucoup, Paul et Samuel, pour cette présentation complète en un temps record de cette problématique éclairage public et biodiversité. Juste quelques éléments à vous rajouter en termes de ressources, parce qu'effectivement, en 1 heure, le temps est court pour vous transmettre tous ces éléments-là sur ce sujet. Donc, vous avez un site aujourd'hui. Je vais partager mon écran. J'y arrive. Voilà, vous avez des ressources que vous pouvez trouver aujourd'hui sur différents sites pour compléter l'information qu'on vous a transmise aujourd'hui, et puis on va répondre dans le temps qui nous reste aux questions qui arrivent. Donc, il y a le site ressources sur le sujet Nuit France, qui est un site national sur la question de la pollution lumineuse. Le centre de ressources Trame verte et bleue qui vient de sortir un guide Trame noire, méthode d'élaboration et outils pour sa mise en œuvre. Le site du CEREMA, bien sûr, avec les fiches AUB dont on vous a parlé, dont Samuel et Paul vous ont parlé. Le site de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne, qui est aussi un élément de ressource. Il en existe d'autres. On va prendre tout de suite vos questions. Alors, il y a une première, peut-être, Samuel et Paul, il y a un peu quelques questions questions techniques autour des utilisations des technologies SHP ou LED. Quelles seraient les meilleures, sachant qu'est-ce qu'on intègre dans la technologie LED, l'information sur le coût énergétique de sa fabrication. Voilà, il y a quelques questions autour de cet élément-là. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça ou... En fait, ce qui a été dit lors de la présentation, c'est que chaque type de lampe en fait, a ses propres caractéristiques et peut répondre ou pas, ou partiellement aux besoins qui est fixé. Donc, simplement, si on veut raccourcir, les SHP sont donc les lampes historiques qu'on a dans nos villes, hein, ces lampes jaune-orangées qu'on a majoritairement dans nos villes, elles représentent à peu près 2/3 du parc. Bon, c'est une solution plutôt différente des LED puisque c'est un mélange gazeux, donc ça, par exemple, c'est impossible de faire de la détection avec une sodium haute pression. Si vous voulez faire de la détection, il faudra forcément de la LED, une lampe qui s'allume et s'éteint de façon comme une lampe à incandescence, hein, faire du on-off. Elle est beaucoup plus difficile à grader, par exemple. On est limité sur l'abaissement parce qu'à un moment donné, quand il n'y a plus assez d'intensité, enfin de courant, ben, la lampe s'éteint parce qu'elle n'a plus assez de courant pour faire fonctionner le mélange gazeux. Après, elle a un spectre qui est plus chaud. Le sodium, on était sur des températures 2002, 2005, ce qui était relativement intéressant et une source qui est finalement assez pauvre en bleu. Donc, sur l'aspect biodiversité, c'est relativement intéressant. Par contre, on était de façon générale sur des puissances quand même très élevées avec des flux lumineux très importants, et ça on le voit nous tous les jours quand on fait des mesures, parce que justement on a un rendement énergétique qui est moins bon du fait d'une déperdition plus importante de la technologie. Donc aujourd'hui, la LED, c'est vrai qu'elle est en train de supplanter, je crois que c'est 98% des ventes d'éclairage aujourd'hui se font en LED, hein, sur la rénovation ou des projets neufs. Donc le modèle économique est aujourd'hui fortement orienté vers la LED. Mais aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est d'essayer d'obtenir un panel dans la LED
qui va permettre de pouvoir répondre à différentes solutions. La réglementation limite aujourd'hui à 3000 sur l'éclairage public, mais on ne désespère pas d'avoir des LED demain à 2000, 1800, qui est le même rendement énergétique que le sodium haute pression aujourd'hui et que la LED à 3000 ou 4000. Et on est de notre côté, avec le CEREMA, on essaye aussi de regarder ce qui existe comme autre technologie. Alors, il y en a une qui est apparue là, qui s'appelle le BOP, le Base of Plasma, qui est très très proche de la LED, mais qui serait assez performante aux basses températures, 1800-1900 Kelvin. Donc, on va faire, nous, une évaluation sur cette technologie. Voilà, il n'y a pas une réponse tranchée en disant, voilà, c'est celle-là qu'il vous faut. Ça va vraiment être en fonction d'une réponse à différents critères. D'accord. Ok. Merci bien. J'espère qu'on répond à vos questions, je pense en tout cas. Il y avait une question sur les données du début de la présentation là, sur Skylab, qui était présentée sur les Bouches-du-Rhône. Est-ce que c'est disponible également sur les Alpes-Maritimes ou sur l'ensemble de PACA? Non, c'est une étude qui a été faite et commandée par le SMET 13, donc exclusivement sur le département 13. Mais c'est assez aisément transposable sur n'importe quel territoire. Ce bureau d'études a des outils de simulation de la pollution lumineuse à partir de différentes données. Soit c'est la cartographie satellite, et là vous englobez toute la pollution lumineuse, toute source, soit c'est les SIG des collectivités si vous les avez. Vous avez vu que sur les Bouches-du-Rhône, on avait quand même pas mal de trous, donc c'est un petit peu embêtant. Et juste un ordre d'idée, c'est une étude de ce type-là, c'est autour de 10 000 € pour avoir une idée de l'investissement que ça peut représenter. Ok, merci bien. Une autre question, alors plus sur les espaces un peu particuliers, notamment pour les jardins publics. Donc un jardin public est-il considéré comme un ERP par rapport à la règle des 20 lux qui avait été posée? Et il y a une autre question sur un espace particulier aussi, mais je ne sais plus si on y a répondu. C'est sur l'éclairage des monuments publics. Quelle est la réglementation par rapport à ça? Alors, sur la réglementation ERP, je ne suis pas spécialiste. Donc, ce que je sais, c'est que quand on est dans l'enceinte d'un ERP, on applique la réglementation ERP et les 20 lux s'appliquent. Quand on est, je dirais, sur le trottoir, devant l'entrée de l'enceinte, si elle est clôturée, par exemple, un ERP, ça peut être un stade avec son parking, la grille d'entrée, quand on est côté espace public, on n'est pas soumis à ces 20 lux. Par contre, dès qu'on rentre dans l'enceinte ERP, donc derrière la grille, du parking au stade, les 20 lux doivent être assurés pendant qu'il y a quelqu'un. On peut fonctionner aussi avec la détection, on n'est pas obligé d'allumer tout le temps. Par contre, est-ce qu'un jardin public est un ERP? Là, j'avoue qu'il faudrait demander la question à des spécialistes de ces questions-là. L'autre question, c'était les monuments historiques. Alors, il n'y a pas de réglementation spécifique sur l'éclairage des monuments historiques, classés monuments historiques, mais il y a la réglementation dont Samuel a parlé, il était assez focalisé sur l'éclairage public, mais il y a une catégorie sur les mises en lumière du patrimoine, donc elle doit forcément, dès qu'on éclaire une église, un bâtiment protégé, on doit s'inscrire dans cette réglementation qui limite aussi des quantités de flux, etc., qui est forcément moins exigeante sur l'aspect notamment de HULOR, puisque quand on veut éclairer une église, on est parfois obligé d'éclairer en contre-plongée. Donc, ça nécessite malgré tout de la lumière qu'on envoie vers le haut. Après, c'est aussi une discussion avec ceux qui sont en charge de la préservation de ces monuments. Donc, c'est pas toujours évident d'installer du matériel sur une église, de mettre des câbles, des projecteurs. Donc après, voilà, c'est une discussion avec avec l'architecte des bâtiments de France et autour de la réglementation je crois que c'est 1913, non, oui, c'est ça, 1913, de la loi sur les monuments historiques. Il y a une obligation d'extinction en cours de nuit, par contre, qui s'applique depuis 2013. À 1h du matin. Extinction à 1h du matin pour tous les bâtiments, pour toutes les mises en valeur de monuments. Sur des autres espaces particuliers, il y a une question sur les questions des routes. Le quid des routes communales et départementales? Y a-t-il une réglementation ou des recommandations particuliires, hauteur des mâts, intensité, couleur? C'est celles qui ont été présentées tout à l'heure, en fait, pour tous les nouveaux projets ou pour tous les projets de rénovation. La réglementation telle que vous a été présentée s'applique. Là, on est dans la catégorie A.
On est bien sur l'éclairage de voirie, cheminement, pour assurer la sécurité et le confort des déplacements. Et donc, on a notamment des contraintes sur la température de couleur, sur la quantité de lumière qu'on va émettre, sur l'ULR, la quantité de lumière émise au-dessus de l'horizon, et sur CFI, code flux CIE3, là, vous savez, le code vers le bas. Enfin, en fait, tous les critères s'appliquent sur la catégorie A, à part le critère de temporalité. Il n'y a pas d'obligation d'extinction en cours de vie sur ces éclairages. Sachant que dès qu'on est hors agglomération, puisque c'est certainement un peu le sens de la question, la quantité de lumière disponible est encore plus faible. Ouais. La réglementation limite encore un peu plus le quota de lumière utilisable hors agglomération, si l'objectif c'est d'éclairer une route départementale, par exemple, hors agglomération. D'accord, très bien. Alors, une autre question sur… Alors, il a été évoqué un effet rétroactif sur des installations d'éclairage public éclairant des plans d'eau. Donc là, on est aussi sur des secteurs un peu particuliers. Est-ce que l'éclairage d'une voie sur berge qui longe le Var peut être considéré comme tel? Si oui, quel levier, action, responsabilité pour déposer ces équipements d'éclairage public? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chantier il est immense en fait. Toutes les routes qui longent les rivières sont quasiment concernées. Toutes les routes qui traversent des ponts au-dessus des rivières sont concernées. C'est dans la conception même des luminaires que ça doit être travaillé pour que le flux éclaire bien la route, mais pas la rivière. Il y a des adaptations qui peuvent se faire sur des installations en place. Il y a des gens qui essayent de travailler. Il y a des fabricants d'ailleurs qui vendent en catalogue des luminaires qui sont équipés de masques. On peut rajouter des masques sur une phase d'un 4 phases, ce genre de choses, pour n'éclairer que dans une certaine direction. J'ai vu aussi des structures qui bricolaient les luminaires en place pour rajouter des masques sur des structures existantes. Et il y a des questions de sécurité dont il faut s'assurer quand même. Mais oui, bien sûr, les voies qui longent les berges, l'idéal, ça serait que les points lumineux tournent le dos à la rivière et un masque à l'arrière. Mais après, la quantité de points lumineux que ça concerne est vraiment énorme. Donc, il y a une priorisation à faire sur les territoires. Ok. Il y a une question plutôt sur la partie audit, diagnostic. Comment mettre en œuvre un audit de nos éclairages? Est-ce que ça… Oui, ça, il existe. Alors, aujourd'hui, l'ADEME ne finance plus les diagnostics. Il y a eu des campagnes justement d'incitation à réaliser ces diagnostics, mais donc aujourd'hui, c'est plutôt à la charge de la collectivité. Oui, vous avez des prestataires qui sont spécialisés pour faire à la fois les inventaires de points lumineux, pour que vous ayez la connaissance exacte de votre parc, ensuite qui sont capables d'analyser les performances de ce parc en termes de performance lumineuse. Est-ce qu'on éclaire trop, pas assez, bien, comment on répartit ces questions de lumière perdue, etc. Le coût énergétique de cette gestion de l'éclairage, donc ça c'est la partie diagnostique. Et puis après, si on respecte le cahier des charges de l'ADEME, c'est de produire un programme de rénovation et d'investissement pour essayer d'améliorer la performance du parc, réduire ces questions de pollution lumineuse, de coûts énergétiques, de coûts financiers, et puis d'y adapter justement les solutions techniques pour mieux le gérer de façon temporelle, etc. Donc de réfléchir à des questions de détection, d'extinction à certains secteurs, d'abaissement, voilà. Donc, 3 étapes, identification du parc, mesure des éclairements, par exemple, diagnostic de l'ensemble, et puis après, programme de rénovation pour aller après ensuite. Donc, il y a des bureaux d'études qui savent faire, le CEREMA sait faire aussi. Donc, globalement, voilà, il y a des bureaux d'études qui ont cette expérience. Nous, on a accompagné le SMED 13 pendant 5 ans en AMO sur ce sujet. Le SMED 13 a fait faire 67 diagnostics par un prestataire sur 110 communes, je crois. D'accord. Est-ce qu'il existe une liste d'entreprises ou de fournisseurs dans la région, ou vous savez s'il y a des ressources, ou on trouve ça sur les différents sites? Peut-être côté ADEME, ouais. Au niveau de la direction régionale, c'est pas moi qui vais vous fournir une liste de bureaux d'études, mais côté ADEME, oui, je pense à la direction régionale. Si c'est du côté de Marseille, ils doivent avoir une liste de bureaux d'études spécialisés. D'accord. Un autre espace peut-être particulier, Gare et Connexion SNCF est-il aussi concerné par ces obligations? Les quais de beaucoup de gares TER restent allumés. Oui, l'éclairage privé est concerné par la réglementation. Donc,
que ce soit les parkings extérieurs d'une gare, que ce soit les quais qui sont... alors, est-ce que ça rentre dans la question des parkings, enfin des espaces couverts? Enfin, il y a différentes règles. Il faut voir dans quelle catégorie ça rentre au niveau de l'arrêté. Mais oui, les quais, s'ils sont à l'extérieur, peuvent rentrer dans ces catégories-là. Après, il faut croiser avec aussi, malheureusement, des normes. J'ai cité la 12464-2 qui précise aussi les niveaux attendus sur ce genre d'installation, comme les quais, pour la sécurité des usagers. Donc, parfois, il peut y avoir un peu une incohérence entre la réglementation et les normes qui sont de toute façon d'application volontaire. Donc, la réglementation s'applique, oui. Après, on n'a pas regardé le détail d'une installation ferroviaire, mais bien sûr. Oui. Alors, on revient peut-être sur la partie diagnostic, sur l'élaboration des SDE et SDAL. Avez-vous des ressources support pour nous aider à bien prendre en compte l'enjeu biodiversité dans l'élaboration de ces schémas? À ce niveau-là, je pense que ce qu'on peut vous recommander, c'est justement de télécharger les fiches Aube qu'on a produites. La première des fiches, c'est l'identification des enjeux de biodiversité sur le territoire, notamment une biodiversité nocturne. Et c'est sur la base de ce diagnostic-là que le schéma directeur d'éclairage pourra intégrer les enjeux de biodiversité. Au même titre que les autres enjeux du territoire, autour de l'éclairage, il y a beaucoup d'enjeux à prendre en compte. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche la plus transversale possible. Ok, j'essaie de reprendre un peu des questions qui vont dans le même sens. Avez-vous des études avec mesure des impacts de la lumière sur les arbres? Une distance minimale entre la zone éclairée et les arbres est-elle précisée dans l'arrêté ministériel? Non, il n'y a aucune précision sur ce point-là. Il n'y a pas d'interdiction d'éclairer les arbres. En fait, il n'y a pas d'interdiction d'éclairer des espèces de manière générale. Hein. C'est juste des règles sur les installations d'éclairage. Par contre, il y a une étude qui a été menée au Royaume-Uni qui montrait que l'éclairage des arbres avait une incidence sur leur physiologie, retard dans la chute des feuilles, avancement de la période de débourrement. Donc, on peut avoir un décalage entre la sortie des feuilles et le climat. Ça peut sortir un peu trop tôt et donc prendre le gel et mettre en péril la croissance de l'année. L'hiver, le retard dans la chute des feuilles et dans la circulation de la sève, ça peut aussi fragiliser les individus. Donc, globalement, voilà, ce n'est pas une bonne chose d'éclairer en milieu extérieur des arbres. On constate d'ailleurs que sur des arbres, des fois, quand vous avez un luminaire situé au-dessus d'un arbre, vous allez avoir les feuilles qui restent sous le luminaire et l'autre partie de l'arbre qui n'est pas éclairée aura perdu ses feuilles. Dans la mesure du possible, il faut éviter d'éclairer. Alors, connaissez-vous des exemples de territoires de Scott qui ont intégré la trame noire dans leurs documents de planification? Une question. Ah, Samuel? Ah. Un problème de connexion. Ah. Un petit souci. Tu as entendu la question, du coup, Samuel? Un territoire de Scott qui aurait intégré cet enjeu trame noire dans son document de planification. Le Scott des Vosges centrales, qui est cité dans la fiche Aube qui s'intéresse à la planification. C'est la fiche numéro 2. Okay. Voilà. Il y en a plusieurs qui ont travaillé, on cite notamment celui-là. Alors, existe-t-il des cartes plus fines des trames noires à l'échelle communale? Il y a pas mal de travaux en cours. Vous m'entendez, Thomas? Parce que je vois oui, qui est figé. Okay. Il y a pas mal de travaux en cours à beaucoup d'échelles différentes. La région Occitanie est en train de travailler à une trame noire à l'échelle de la région. Il y a des communes qui le font à l'échelle de leur commune dans le cadre d'un PLU. Tout va dépendre en fait de la précision des données dont on dispose, à la fois des données de biodiversité, des données d'éclairage. Sachant que la grosse difficulté en général, c'est notamment de considérer l'éclairage privé. Parce qu'autant la collectivité peut avoir une vision assez précise de l'éclairage public, autant l'éclairage privé, c'est beaucoup plus compliqué, parce que voilà, on n'a pas forcément une photo aérienne à une précision suffisante, et on ne va pas rentrer dans le jardin chez les gens ou dans les enclaves privées pour aller identifier les points lumineux. Donc c'est toute la difficulté, parce que la trame noire, c'est un réseau qui doit être continu. Si vous avez une zone très éclairée au milieu d'une continuité écologique, ça peut la rendre complètement dysfonctionnelle la nuit. Et donc, il faut réussir à avoir cette vision globale, d'où l'intérêt de mobiliser à la fois les leviers d'action sur l'éclairage public et les modes de contractualisation que j'évoquais tout à l'heure pour essayer d'aller mobiliser le privé également.
Après, juste pour compléter, on l'a vu sur l'étude pollution lumineuse sur le département des Bouches-du-Rhône, même si vous êtes très vertueux sur votre commune, vous allez subir aussi, je dirais, les intrusions lumineuses de vos voisins. Donc, je pense que c'est intéressant quand même de travailler à une échelle la plus large possible, justement, pour que tout le monde aille dans le même sens sur un territoire le plus large possible. La lumière ne s'arrête pas aux frontières administratives d'une commune, donc même si vous êtes très, très efficace sur votre commune, vous allez malgré tout subir l'impact des collectivités d'à côté, quoi. Il y a un certain nombre de questions sur cette carte Dark Skylab là, et la possibilité de l'obtenir, donc on y a répondu tout à l'heure. Et du coup, y a-t-il un projet de prise de vue aérienne de nuit par avion? En fait, ça répond. La carte Dark Skylab peut répondre en partie à cette analyse-là, ou est-ce que c'est à la même échelle? Oui, en fait, Dark Skylab travaille en fonction des données disponibles. Donc, soit ils n'ont pas forcément de données terrain qui sont les plus précises, donc les SIG dont j'ai parlé, avec lesquels on a fait une partie de la carte des Bouches-du-Rhône. Donc, l'échelle la plus large, ça va être le satellite, mais avec des problèmes de précision, forcément, du pixel pris par le satellite, sachant qu'aujourd'hui, on a des images satellites qui peuvent être plus précises, mais qui représentent un certain coût d'achat. Je crois que c'est 50 € du kilomètre carré. Donc, ce n'est pas neutre sur un grand territoire. Après, Dark Skylab peut travailler aussi à partir de survols aériens. Forcément, la donnée sera plus précise que le satellite, puisque là, on a une précision terrain beaucoup plus fine. Donc, oui, ça peut être intéressant, mais c'est pareil, ça représente un certain coût. Un survol, je crois que c'est autour de... enfin, ça dépendra de l'ampleur du territoire, mais c'est autour de 30 000, 20 à 40 000 €. Quoi. OK. Donc, on a une réponse là, du coup, par rapport aux jardins publics tout à l'heure qu'on évoquait. Effectivement, les jardins publics ne sont pas considérés comme des ERP. Donc, ça concerne pas, la question des vins luxe ne concerne pas les jardins publics a priori. Par contre, on peut revenir sur un autre on va dire, terrain particulier. Le terrain de football bénéficie-t-il de dérogation pour l'éclairage? En fait, non, il bénéficie d'une catégorie spécifique qui s'appelle équipement sportif. C'est la catégorie E ou F de l'arrêté. Il y a des règles qui lui sont spécifiques. C'est assez peu contraint, sauf dans les espaces naturels protégés, il me semble, en réserve naturelle et en cœur de parc national, je crois. Sinon, il y a très peu de contraintes. Ce qu'il faut savoir, c'est que on avait un peu travaillé avec Paul sur cette question des terrains de sport et que très souvent, les dotations en lumière étaient très largement supérieures aux recommandations, aux normes. En fait, sur des terrains, pour jouer le week-end, il y avait de quoi éclairer pour quasiment une retranscription télé de première division. Donc, il y a aussi une question de proportionnalité aux enjeux sportifs qu'il faut se poser et du coût que ça représente par ailleurs. D'accord. En fait, juste pour préciser, la Fédération française a défini, alors il y a des normes pour avoir, parce que vous êtes obligé d'avoir une autorisation de la Fédération pour jouer en nocturne. En fait, elle définit des niveaux d'éclairement en fonction de soit si c'est de l'entraînement, ou soit le niveau où évolue l'équipe. Il y a des catégories E1, E2, etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ajuster au mieux le niveau d'éclairement en fonction, déjà si c'est de l'entraînement, donc d'avoir un programme, et ça, c'est vrai que la LED permet aujourd'hui d'adapter au mieux. C'est-à-dire si on a besoin de 150 lux, par exemple, pour faire un entraînement, on peut programmer juste l'éclairage nécessaire pour cet entraînement, voire sur un demi-terrain, si on fait de l'entraînement sur un demi-terrain. Après, si c'est des matchs, à ce moment-là, ça va être lié à la catégorie où joue l'équipe de la collectivité. Mais ça peut aller de 300 lux à 1500 lux si on est en première division. Alors, on a une question concernant les labellisations. Que pensez-vous de la démarche Ville et Village étoilés? Une démarche qui est extrêmement intéressante, qui permet à des collectivités, collectivités ou groupes de collectivités de s'engager dans une démarche de réduction de la pollution lumineuse. Alors, la première entrée de cette démarche-là, c'était une entrée de préservation de l'observation du ciel nocturne, mais évidemment, ça contribue également à la préservation de la biodiversité. Et aujourd'hui, la NPCEN, qui porte ce label,
réoriente pas mal aussi son travail également sur ces questions de biodiversité. Donc, c'est une démarche qui est intéressante également parce qu'elle permet à la collectivité de valoriser son engagement dans la démarche comme ville et village fleuris, etc. C'est une manière de faire reconnaître le travail qui est parfois porté par des collectivités sans aucune valorisation vis-à-vis de l'extérieur et des citoyens, à part la lettre de la commune, etc. C'est des démarches intéressantes. Okay. Peut-être pour finir sur les aspects respect de la réglementation, j'avais vu un certain nombre de questions. En cas de défaillance du maire, que se passe-t-il? En théorie, c'est le préfet qui prend le relais. Voilà, donc c'est la DDT si le maire ne... Ensuite, dans certains quartiers en périphérie de villages qui se densifient et avec une interface habitat-forêt, pression des habitants pour mettre en place de l'éclairage public, comment résister à cette pression? Je crois que tu l'as un peu évoqué à la fin de ta présentation. Oui, je pense que là, c'est vraiment la question d'une définition commune des besoins sur la base d'une présentation objective des enjeux, à la fois des enjeux de biodiversité, des enjeux réels de sécurité. En fait, il faut distinguer le sentiment de sécurité de la sécurité en elle-même. En général, il y a clairement un sentiment d'insécurité en l'absence d'éclairage, mais qui n'est pas forcément corroboré par des chiffres. On a des témoignages de plusieurs collectivités qui, en réduisant l'éclairage, constatent qu'il y a moins d'incivilité. Voilà, ce n'est pas des données chiffrées scientifiques, mais c'est quasiment les seules choses dont on dispose. Mais de toute façon, si on refuse à tout prix d'éclairer et que c'est un cran contre l'autre, il n'y aura que des perdants. Donc, je pense que c'est vraiment par la sensibilisation, la discussion et la construction de la solution la plus acceptable par tous qu'il faut s'orienter, sachant que les solutions d'éclairage, Paul pourra peut-être compléter, mais ça peut être de l'éclairage à la demande, ça peut être de l'éclairage à la détection de présence, etc. Donc, on réduit la facture énergétique, on réduit l'impact biodiversité tout en répondant aux besoins de ces familles sur le volet sécurité. Oui, c'est vrai que le réflexe jusqu'à présent de la part des maires et des élus, c'est un nouveau secteur habité, on éclaire. C'est une suite logique de ce qu'on fait depuis des décennies. Après, il peut y avoir une demande spécifique des riverains ou alors adaptée, ouais, comme le dit Samuel, avec des solutions, justement, parce qu'il y a des enjeux bien définis, il y a des choses qui ont été étudiées par la collectivité, comme une trame noire, un PLU, etc., qui vont définir des zones spécifiques à enjeux et que dans ces secteurs-là, on peut très bien justifier soit de ne pas mettre d'éclairage, soit de faire des solutions adaptées, mieux adaptées. Mais il n'y a ni obligation d'éclairer, ni obligation de ne pas éclairer. Donc, tout se passe dans la négociation. C'est vrai que par rapport à ça, la question des labellisations peuvent être des supports justement à discussion, à échange. Je crois que c'est dans les critères de la NPCEN, je crois que les nouveaux points lumineux rentrent en ligne de compte dans la décision. Ouais. Un des objectifs, c'est justement de ne pas étendre les parcs d'éclairage. Et est-ce que du coup, en dehors de réserve de ciel étoilé, est-ce qu'il y a d'autres labels que vous connaissez avec différentes catégories de zones plus ou moins éclairées, des labels incitatifs ou aujourd'hui c'est le seul qu'on connaît? Là, je vois que dans le public, il y a notamment Caroline Dickrich qui représente l'association Noé. L'association Noé a également une démarche d'accompagnement des collectivités sur la réduction de la pollution lumineuse. Et puis, à part ça, Ville et Village étoilés dont on a parlé tout à l'heure, et les différents niveaux de labellisation de l'IDEA, donc International Dark Sky Association, qui porte notamment le label RIS. En fait, il y a plusieurs niveaux. Je crois qu'il y a Réserve internationale de ciel étoilé, et je crois qu'il y a 2 autres niveaux, je ne me souviens plus lesquels sont, mais c'est un peu moins ambitieux, enfin un peu moins exigeant en termes de contraintes. Je ne vois pas d'autres démarches, en tout cas au niveau national. Il doit en exister ailleurs au niveau international. Il y a des démarches dans les parcs naturels régionaux ou les parcs nationaux, mais ce n'est pas labellisé en tant que tel. D'accord. Peut-être une dernière question, et puis après, on va quand même vous libérer parce qu'il est 14h30 bientôt, 14h20. Sur la question de l'éclairage privé, en fait, en zone privée. Si un maire éteint les zones publiques de sa ville, a-t-il un pouvoir sur les éclairages privés? Pour moi, il a plusieurs axes. Il a déjà l'axe de contrôle des installations postérieures au 1er janvier 2020, qui doivent être conformes à l'arrêté. Donc ça, c'est son pouvoir de police. Il a le pouvoir également sur l'éclairage des surfaces en eau.
ce pouvoir de police peut l'exercer aussi dans ce cas-là. Et puis, il a également la possibilité d'encadrer les choses à venir au travers de la planification, comme je l'ai abordé tout à l'heure. Donc, identifier les zones à enjeu, prévoir des règles pour ces zones à enjeu et s'assurer qu'elles sont bien respectées, à la fois par une retranscription dans les autorisations administratives qui découlent de ces documents de planification, et puis après par le contrôle du respect de ce qui a été autorisé. Donc, il y a différents axes. Après, ce qui est plus compliqué, c'est pour les anciennes installations, si elles ne contreviennent pas à la réglementation. Donc là, c'est dans la concertation, c'est dans la contractualisation, par exemple, d'obligations réelles environnementales, de démarches volontaires. Oui, après, il peut être, je dirais, l'acteur de pédagogie et de concertation avec justement les acteurs privés. Moi, j'ai pour exemple une commune du côté de Lyon que j'ai accompagnée et qui a travaillé de manière étroite avec les lotissements privés, justement pour essayer d'harmoniser les éclairages de ces lotissements sur lesquels la mairie n'avait pas forcément la main, justement dans une logique plus générale, plus globale de ce que faisait la collectivité. Donc, il y avait tout un aspect pédagogique et d'appui, à la fois technique, voire même un peu financier des fois, selon les discussions, pour que les privés aillent dans le même sens que la collectivité. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Il reste, je pense, quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, mais l'heure tourne, mais peut-être un des participants qui a cette phrase. Dans tout projet, il faut éclairer juste où il faut, quand il faut et comme il faut, dans la concertation en réponse à des besoins. Est-ce que ça correspondrait un peu à ce qu'on... C'est l'objectif qu'on se fixe. Après, malheureusement, avec Samuel, on peut constater encore trop fréquemment que des projets qui sortent ne sont pas dans cet esprit-là, voire pas conformes à la réglementation. Donc, il y a encore beaucoup de pédagogie à faire sur ces sujets-là. Et donc, merci de nous avoir donné l'opportunité de parler de ce sujet et d'y contribuer à notre petit niveau. Merci beaucoup à tous les deux, en tout cas, pour cette présentation et pour le temps que vous avez pris pour présenter tout ça aux participants. Encore une fois, vous rappelez que du coup, on a 3 prochains rendez-vous de webinaire 1 heure pour comprendre et agir. Le 20 avril, le 18 mai et le 22 juin, en avril sur la thématique bâtiments et biodiversité. Le 18 mai sur les toitures végétalisées, le 22 juin sur diminuer le plastique grâce à la commande publique, c'est possible, point d'interrogation. Donc voilà, pour vous, les présentations de ce webinaire et son enregistrement seront disponibles dès la semaine prochaine sur notre site internet. Je vous ai mis le lien normalement dans la partie conversée ou dans la partie questions-réponses. En vous souhaitant une bonne après-midi et un prochain webinaire. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, merci. Merci à tous, bon après-midi.